Bonjour à tous. Alors, je suis ravie de recommencer une nouvelle interview repreneur où aujourd'hui, j'invite Thibaut Lavielle. Bonjour Thibaut. Salut Anna. Aujourd'hui, Thibaut va nous raconter la reprise de son entreprise, donc l'atelier Katanga, qui est un atelier de marquage textile qu'il a développé. Et donc, il va nous raconter ça et bien d'autres projets. Donc, Thibaut, je vais te laisser te présenter et nous raconter comment tu es venu à cette idée de la reprise. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Thibaut Lavielle, j'ai 35 ans. Je suis le président du coup d'une société qui s'appelle Atelier Katanga, comme l'a dit Anne-Laure. L'Atelier Katanga, c'est donc un atelier de marquage textile. C'est une société qui est assez ancienne, qui existe depuis 25 ans et que j'ai repris il y a maintenant 8 ans. C'était une société qui était en difficulté, qui réalisait à l'époque 600 000 euros de chiffre d'affaires, 200 000 euros de pertes et comptait 6 collaborateurs. Et aujourd'hui, du coup, l'atelier Katanga, c'est une très belle PME industrielle de 50 collaborateurs. Donc, on est passé de 6 à 50 personnes. On a réalisé en 2023 un tout petit peu moins de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. On n'a pas réussi à passer les 8 millions, on est très déçus. Donc, on a fait une grosse croissance x12 ou quelque chose comme ça depuis la reprise. On est situé à Toulouse. On a, dans les faits marquants, on a déménagé l'entreprise il y a maintenant 2 ans et demi. On a rénové une friche industrielle. C'est un peu un nouveau projet après la reprise de Katanga, 7 ans après la reprise de Katanga, qui est situé juste à côté de l'aéroport de Toulouse, qui fait 3000 mètres carrés et dans laquelle on a déménagé nos 50 collaborateurs et l'ensemble de nos machines. La particularité de Katanga, c'est que c'est une usine connectée. On l'appelle usine du futur dans notre communication, mais c'est véritablement une usine qui est connectée, qui nous permet de connecter différents marchés à nos machines de personnalisation. Et aujourd'hui, on a connecté un certain nombre de marchés B2B et un certain nombre de marchés B2C à nos machines de personnalisation. On habille notamment les salariés des plus grandes entreprises ou des jeunes startups, donc habiller les collaborateurs des entreprises, faire du welcome pack, faire des produits d'image ou alors des vêtements de travail. Ensuite, on travaille pour des créateurs qui peuvent être des créateurs de marques, des influenceurs qui ont besoin de réaliser des collections de merchandising pour leur communauté. On va les accompagner sur la création de ces collections, sur la personnalisation des produits, le choix des techniques, etc. On habille également les étudiants des plus grandes universités, des plus grandes écoles de commerce d'ingénieurs qui sont qui adorent en fait arborer des tenues aux couleurs de leur association, aux couleurs de leur école. Et on travaille également pour des revendeurs qui peuvent être des agences de communication qui ont besoin de vêtements pour leurs clients ou des imprimeurs en ligne qui vont vendre des produits de communication sur Internet et en général qui ont besoin d'une offre textile. Et nous, on connecte ces sites-là. Et la particularité, du coup, c'est que l'ensemble de ces marchés, ils sont connectés à notre usine et on va personnaliser uniquement ce qu'on vend. Ce qui fait que c'est une démarche assez écologique et assez anti-surconsommation parce que du coup, on ne va acheter, personnaliser et expédier uniquement ce qui est vendu sur ces différents marchés. Et D'accord. après, on a une brique B2C qu'on a démarré très vite après la reprise de l'entreprise. On a 4 sites internet, donc certains qu'on a rachetés, on en reparlera, et certains qu'on a créés, qui commercialisent des t-shirts à message, des t-shirts humoristiques, des t-shirts également sous licence. On a notamment la licence des Monsieur Madame, les livres pour enfants, Monsieur Parfait, Madame, etc. C'est pas mal Et, ça. et on vend ces différents produits à la fois sur nos sites, donc on en exploite 4 aujourd'hui, et également sur beaucoup de plateformes de type venteprivé.com, showroom privé, Bazar Chic, Bébé Boutique, donc de gros e-commerçants français, et sur le même concept de l'impression à la demande et de la production à la demande. En fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui achète un produit sur un de ces sites, nous, on reçoit la commande, on prend un t-shirt dans notre stock, on l'imprime et on va livrer le client final. Voilà, donc ça fait beaucoup de projets différents. Je pense qu'on va un peu cadencer la C'est ça. présentation. Mais le schéma principal, c'est qu'on commercialise des produits sur énormément de marchés dans l'optique de ramener du flux de production dans notre usine. Ok. Eh ben, tu m'as donné plein d'éléments pour creuser un petit peu. Mais ce que j'aime bien faire dans ce podcast, c'est déjà commencer
il s'appelle pas On parle reprise pour rien. Donc avant de parler vraiment de la progression et de la croissance de Katanga, ce qui va m'intéresser, c'est finalement avant Katanga, qu'est-ce que tu faisais et qu'est-ce qui t'a amené finalement à reprendre cet atelier qui en plus apparemment, d'après ce que tu nous as dit, était en déficit. Donc raconte-nous un peu cette période pré-reprise. En fait, moi j'ai toujours voulu être entrepreneur et j'ai jamais réussi. J'ai commencé par une expérience d'intrapreneuriat. Donc l'intrapreneuriat, c'est un terme assez méconnu, c'est extraordinaire comme expérience, mais c'est globalement, tu crées une boîte, mais elle n'est pas à toi. Tu crées une boîte à l'intérieur d'une autre. Et j'ai eu la chance de faire ça pour le compte du fondateur de Cdiscount, chez qui j'avais fait un stage quand j'étais en première année d'école de commerce. J'ai fait une école de commerce à Rouen qui s'appelle Neoma, super école, petit coup de pub. Et en fait, à Rouen, j'avais la chance, j'avais été dans cette école à la base pour me rapprocher de Paris et pour aller bosser dans des startups parce que je voulais apprendre le métier de l'entrepreneuriat et en tout cas acquérir de l'expérience là-dessus. Et en fait, premier stage à faire, j'ai quitté Rouen, je suis revenu à Bordeaux. J'ai été travailler dans une filiale de Cdiscount qui faisait que de la croissance externe, donc de la reprise d'entreprise. Donc c'est un peu ce qui m'a initié à ça, mais même si je l'avais pas du tout perçu à ce moment-là, et qui faisait également de la création from scratch de nouvelles entités dans le but d'aller chercher des nouvelles sources de croissance pour Cdiscount. Et la particularité, c'est que c'était une toute petite équipe de 10 personnes. Et le patron de cette équipe, c'était Hervé Charles, qui était le fondateur de Cdiscount. Donc, je me suis retrouvé en stage à, je sais plus quel âge, mais 20 ans, 21 ans. Et mon référent de stage, mon maître de stage, c'était le type qui a créé Cdiscount. Donc assez génial comme expérience. Et il m'appelait Spartacus, l'esclave, de manière très amicale. En fait, il me prenait partout avec lui, il m'amenait à tous les rendez-vous fournisseurs, rendez-vous éventuellement avec les anciens patrons des boîtes qu'on reprenait. Donc j'ai beaucoup appris, je suis passé par tous les postes, du service client au marketing, à la vente, enfin vraiment sur plein de postes, j'ai découvert des trucs géniaux. Mais ce que j'ai le plus apprécié, c'était l'accompagnement de cette personne qui est devenu un vrai mentor pour moi. Et à la fin de cette expérience, il me demande Spartacus, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et je lui dis, écoute Hervé, moi je vais revenir à l'école. Je suis en deuxième année d'école. J'ai toujours envie de créer une boîte, mais je sais pas du tout dans quoi. J'ai juste vu un marché qui avait l'air assez incroyable, qui est en tout cas porteur. C'est le marché du textile personnalisé pour les étudiants. Dans mon école de commerce à Neoma, il y a 30 ou 40 assos. Elles ont toutes besoin de 30 suites, 40 suites personnalisées avec un prénom, un logo. Et des écoles de commerce comme Neoma, il y en a 80, 100. Des universités, il y en a 80, 100. Des écoles d'ingénieurs, il y en a 80, 100. En fait, c'est un marché énorme. Et aujourd'hui, il y a personne qui a l'air vraiment positionné dessus. Chaque association fait un peu comme elle veut. C'est pas très bien. Et voilà, je lui dis, c'est juste une idée, mais en tout cas, c'est l'idée que j'ai aujourd'hui et que j'aimerais bien creuser. Du coup, il me dit, ah, super, on boit une petite bière pour fêter mon départ. Et je rentre à l'école et il me rappelle, je pense, une semaine plus tard, et j'ai toujours ce message dans mon répondeur enregistré. Écoute, Spartacus, il faut que tu reviennes à Bordeaux. Nous, on a vendu Cdiscount avec mes frères. Les fondateurs de Cdiscount, c'est 3 frères. Ok. Et en fait, avec mes frères, on va créer des boîtes, racheter des boîtes. Le stage que tu as fait de 6 mois, c'était nos 6 derniers mois chez Cdiscount. Et ton projet de suite étudiant, ça intéresse mon frère. Il est en train de reprendre une société avec une usine de marquage et il veut te rencontrer, viens le voir. Et du coup, je me suis retrouvé pendant une espèce de césure, parce que c'était un stage un an, 6 mois après, quelque chose comme ça, à développer une boîte en intrapreneuriat pendant 1 an dans un premier temps, qui s'appelait School Touch et qui faisait du prêt-à-porter personnalisé pour les étudiants. Okay. Et la boîte Katanga que je suis venu racheter, c'était mon dernier sous-traitant sur cette expérience. Et je dis bien dernier sous-traitant parce qu'en l'espace de 5 ans, je pense que j'ai bossé avec une bonne trentaine d'ateliers de marquage. J'ai eu des problèmes partout. J'avais des non-qualités partout. Je livrais pas ce que les clients me commandaient. Je passais mes journées à me faire engueuler par les clients. C'était juste horrible. Et mes parents ont continué à faire de la croissance tous les ans. Okay. Parce que le marché étudiant, c'est un marché qui est énorme, qui se renouvelle tous les ans, quoi qu'il arrive. Il y a toujours des nouveaux entrants. Et en fait, Katanga, je les ai rencontrés pendant l'été, en plein mois de juillet. On avait vendu plein de commandes de week-ends d'intégration, de t-shirts pour des week-ends d'intégration étudiants.
En général, c'est des commandes de 300, 500 pièces, du coup avec des logos soit face, soit cœur et dos. Et du coup, on fonctionnait exactement comme ça, on vendait et on s'occupait du reste après. Et c'était une grosse partie de nos problèmes, mais on l'avait pas compris à ce moment-là. Donc je me retrouve avec près de 35-40 000 t-shirts vendus et je sais absolument pas qui va me les marquer. Ok. Je sais même pas du coup si je vais gagner de l'argent sur l'opération. Je les ai vendus, ça je sais combien j'ai fait de chiffre d'affaires. Par contre, je sais pas encore où est-ce que je vais les faire marquer. Ok. Et j'appelle un à un tous mes sous-traitants et ils sont tous fermés au mois d'août. Donc ils me disent tous non, je peux commencer en septembre, non, je peux pas, mon atelier est plein et je ferme bientôt. Donc une petite panique Et donc, et attends, j'appelle mon fournisseur. rappelle-nous, les week-ends d'intégration, en termes de timeline, c'est début septembre, on est d'accord? Ouais, il faut tout livrer entre le 5 septembre ou même fin août et le 1er octobre, quoi. Ouais, T'as donc un grosse mois de pression. livraison et tu peux pas te rater parce que si les C'est gens ça. partent sans t-shirt à leur week-end d'intégration, là, Là, c'est t'es l'année qui est blacklisté. foutue. Et les étudiants sont pas tendres en termes Non, de, de pression c'est quand ça. leur événement approche. En général, ils s'y C'est prennent un clair. peu tard, C'est les mais pires clients, après, ça. ils te lâchent pas. C'est ça. Et c'est une typologie de client. Et du coup, un peu désespéré, j'appelle mon fournisseur qui allait me vendre tous les t-shirts vierges pour le coup, donc les t-shirts blancs, les t-shirts bleus, etc. Et je lui dis, écoute, je suis emmerdé, j'ai une énorme commande à te passer, environ 40 000 t-shirts, mais je sais absolument pas où te la faire livrer parce que j'ai pas d'atelier, je sais pas qui va les produire. Est-ce que t'as pas quelqu'un dans ton réseau, dans tes clients, qui est ouvert en août et qui peut faire ça pour moi? Et il me recommande Katanga, une toute petite entreprise que je connaissais pas, 6 salariés, qui est à Toulouse. Il me dit, ils payent pas de mine, mais ils font du bon boulot, contacte-les de ma part. Et donc j'appelle l'ancien patron, enfin le patron de l'époque, pardon. Et du coup, je lui fais mon petit speech. J'ai 40 000 t-shirts à vous faire marquer. Est-ce que vous pouvez me dépanner? Il faut tout livrer entre telle date et telle date. Je peux vous envoyer un super WeTransfer avec tous les logos. Et du coup, je lui envoie ça. Enfin, il a l'air super open pour prendre la commande. Ok. Et il m'envoie un mail hyper précis avec tel numéro de dossier, il me manque les logos, tel numéro de dossier, le logo, on dirait tu m'as mis logo cœur, mais c'est un grand format. Qu'est-ce que je fais? Ok. Là, tu me dis qu'il y a des personnalisations textiles, mais je vois pas de liste de persos, de surnoms. Voilà. Et donc je réponds point par point, je récupère les logos auprès de mes clients. Et je l'appelle, je lui dis, mais du coup, je vous ai tout renvoyé, c'est bon, vous prenez les commandes? Et il me dit, oui, oui, on a déjà commencé à préparer les écrans, quand est-ce qu'on reçoit le texte? Ok. Donc là, je me dis, bon, maintenant, il n'y a plus qu'à, hein, je passe ma commande, je croise les doigts et j'envoie tout. Et en fait, il a tout produit en août, il a tout livré en temps et en heure. Et D'accord. c'est la première fois de ma vie que j'ai des clients qui m'ont appelé pour me remercier. Et il m'appelait pour me dire, merci Thibaut, on est hyper content d'être passé commande avec toi. Tu nous as sauvé notre week-end d'intégration. Je sais qu'on n'était pas très organisé, mais merci beaucoup parce que ils mettent la pression, mais après, quand tu les satisfais, ils sont quand même un peu reconnaissants. Complètement. Et puis ils reconnaissent qu'ils n'ont pas été au top non plus. Ils reconnaissent un peu qu'ils n'ont pas été au top. Et du coup, ils me disent, on va repasser par toi pour les suites de promotion. Donc là, je commence à voir les faits. Tu fais de la satisfaction client, Oui, bien sûr. c'est open bar. C'est-à-dire, tu as un peu plein de portes qui s'ouvrent devant toi. Bien Alors sûr. que nous, ça faisait des mois et des années qu'on ramait à essayer Ok. de regagner client par client. D'accord. Et après cet événement, du coup, j'appelle Alain, patron de Katanga, et je lui dis, merci. C'est incroyable ce que vous avez fait. J'ai des clients qui m'ont appelé, qui m'ont remercié. Ça m'est pas arrivé depuis 4-5 ans. C'est génial comme expérience. Donc, je vous retransmets cette énergie. Merci beaucoup C'est pour génial. le travail fait. Et je crois qu'il a été très touché que je l'appelle pour le remercier. Il m'explique dans cette même conversation que, voilà, il a une super équipe. Il insiste sur la qualité de son équipe, qu'ils adorent le travail bien fait, qu'ils se battent pour la satisfaction de leurs clients. Ils se donnent à fond pour ça. Donc, ils sont hyper contents que je sois content. Très, très win-win. Et dans cette même conversation, il me dit, écoutez, en fait, je cherche à céder l'entreprise. D'accord. L'entreprise est plutôt en difficulté. Le volume que vous m'avez envoyé en commande, c'est un volume énorme pour nous. On est hyper content d'avoir bossé pour vous, mais j'ai l'impression que vous avez des commandes, nous on sait produire. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire ensemble? Est-ce qu'on peut pas trouver un terrain d'entente? Et voilà, moi je suis bientôt à la retraite. J'ai envie de passer la main à quelqu'un. Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse de reprendre une usine et de maîtriser la production?
Et moi, pas du tout. J'avais aucune envie d'avoir une usine. J'adorais ce qu'on faisait, d'avoir juste une équipe de commerciaux, de graphistes, un petit service marketing. Je m'éclatais à faire ce que je faisais. Mais Ok. je m'éclatais 50% du temps. Et 50% du temps, je gérais des emmerdes de commandes qui arrivent pas en temps et Eh en oui. heure, de commandes ratées, etc. Et du coup, je J'imagine m'intéresse que quand même à... Attends, juste, j'imagine que toi, la croissance de ta boîte initiale devait en pâtir de cette non-satisfaction client finalement Oui, et du retard que tu pouvais prendre sur, enfin, énormément. production en fait et une mauvaise satisfaction client. Ouais, on faisait que du nouveau client. On était obligé globalement d'attendre 1 an que le client nous ait oublié pour le redémarcher. Non, c'était Ok, vraiment une sale période. d'accord. Et du coup, je m'intéresse à l'entreprise, comprendre pourquoi elle s'en sort pas, c'est quoi, comment on calcule un coût d'une sérigraphie, combien ça coûte, qu'est-ce que c'est le fonctionnement, c'est quoi l'équipe, c'est quoi les charges. On se fait une conversation, je pense, de 2 heures. Je raccroche le téléphone et j'appelle du coup Christophe Charles, mon mentor de l'époque, mon ancien patron de Cdiscount, et je lui dis, écoute, il vient de m'arriver un truc incroyable. J'ai des clients qui m'ont appelé pour me remercier de la commande qu'on leur avait livrée. C'est génial comme expérience. Je veux faire ça tous les jours. Et la personne qui a permis ça, il s'appelle Alain Pellissier. Il est hyper sympa. Il habite à Toulouse. Il a une petite usine que j'ai pas vue, mais qui a l'air de hyper bien fonctionner. Et il voudrait qu'on la rachète. Et c'était pas prévu, mais je pense qu'il faut absolument qu'on la rachète parce que c'est ce qui nous manque. En fait, il nous manque la maîtrise de la production. Oui. Mm. C'est toute notre chaîne de valeur qu'on va maîtriser. On n'est pas juste des vendeurs de tapis, on est des vendeurs de tapis, mais qui fabriquons les Et tapis. le Et ça tapis, ouais. change la donne. Ça change tout. Et ça change tout parce que du coup, on va maîtriser Tu sais ce que le tu vends produit en fait. qu'on vend. Quand tu dis oui, tu t'engages, et quand tu dis Bien sûr. non, c'est que tu sais pas faire, mais tu Ouais. as la maîtrise. Et donc, je dis à Christophe, est-ce que tu es chaud pour racheter cette boîte avec moi? Moi, j'ai adoré l'expérience intrapreneuriale, mais j'ai envie de passer sur une expérience entrepreneuriale. Voilà, est-ce que ça te tente? Et du coup, il me dit oui, avec plaisir, on rachète ensemble, occupe-toi de tout, et ensuite on voit et on rachète ensemble à 50-50. Et quelques mois plus tard, longtemps après, 6 mois plus tard, il m'a dit non, je vais pas racheter avec toi. Je vais pas racheter avec toi pour 2 raisons. La première raison, c'est que je suis en train de céder mon nouveau groupe à Carrefour, et Ok. je, je peux pas du tout leur expliquer que je vais racheter une boîte avec un de mes salariés. Ils vont pas comprendre, donc je peux pas faire ça. Et Et la donc là, deuxième raison, c'est... attends, juste coupe, mais là, ils Vas-y, vendaient vas-y. la boîte où toi, enfin, tu étais opérationnel dedans. Ça faisait partie du Oui, package. j'étais directeur du coup d'une filiale qui s'appelait School Touch Oui, Skull et Touch, qui ouais. était spécialisée sur le marché étudiant. Et donc, ça, c'était vendu avec, enfin, c'était ce qu'ils vendaient en même temps. Ouais, ça faisait partie de la vente, ouais. D'accord, ok. Et du coup, Et la deuxième chose, la deuxième chose, c'est, écoute, Spartacus, t'as bien grandi, t'as pas besoin de moi, t'as pas besoin d'un actionnaire, t'as besoin d'une banque pour reprendre cette boîte. Tu sais vendre, ils savent produire, vas-y tout seul. d'accord. T'as pas besoin de moi, vas-y tout seul. Et là, j'ai commencé un marathon. Bon, déjà, je pense que j'ai chialé tout ce que je pouvais ce soir-là parce que j'avais un peu mon plan de vie qui s'effondrait. J'imagine. Et j'avais prévu plein de choses, mais pas d'avoir besoin d'aller chercher un financement pour reprendre l'entreprise. Et en fait, je suis rentré dans une grosse galère parce que je cherchais à reprendre une entreprise dans l'industrie Bien sûr. qui perdait de Ouais. l'argent. Ouais. C'était pas du tout sexy l'industrie à cette époque. On était en 2014-2015. Personne voulait d'industrie, En personne plein voulait de monde des machines. startups. Maintenant, le paradigme a un peu changé. On aime bien les entreprises avec des choses qui produisent. On aime bien Ouais. le Le retour au Made concret. in France, le Ouais. retour à la réindustrialisation. Donc, c'est un peu mieux. On est mieux aujourd'hui qu'on était quand j'ai repris la boîte. Mais à l'époque, j'ai pris 12 refus de banque. J'y D'accord. allais avec mon petit PowerPoint que j'avais fait comme un grand. Et je leur expliquais que la boîte, elle était pas très bien, mais que j'allais la redresser, que je savais vendre, ils savaient produire, que ça allait le faire. Et il y en avait pas un qui me croyait. D'accord. Alors Ils me comment t'as disaient fait? tous.
va faire autre chose. Déjà, j'en ai rencontré plusieurs. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de banques. Tu prends des rendez-vous, tu prends des rendez-vous. Ouais. Ils sont quand même assez sympas de t'accepter en rendez-vous et d'accepter des petits entrepreneurs, même si je pense qu'ils disent Ouais. non 90% des cas. Et pendant ce temps-là, comme j'avais pas le choix, j'ai commencé à redresser l'entreprise. C'est-à-dire que l'ancien gérant, il avait tellement confiance en moi et on avait créé une telle relation de confiance que globalement, il m'avait confié les clés de la boîte. Ok. Donc, je travaillais avec lui quasi H24. J'avais un rythme où je faisais 2 jours à Bordeaux, 3 jours à Toulouse. D'accord. Et t'étais passé salarié dans ces cas-là en tant que statut, comment ça s'est passé? Non, j'étais bénévole. Ok, d'accord. Je te demande ça parce que ça intéresse certains recruteurs, parce que justement, parfois, ils peuvent aussi avoir le cas et ils se posent la question du statut. Donc, toi, c'était bénévolement. Ouais, c'était vraiment bénévolement. J'avais la D'accord. chance d'être encore salarié de mon ancienne boîte Ok. pendant cette période-là et d'avoir un accord moral, d'avoir le droit d'aller m'occuper de cette future entreprise que j'étais en train de racheter. D'accord. Et du coup, je faisais beaucoup d'allers-retours. Je vivais chez les anciens gérants qui m'hébergeaient. Ok. Donc, on parlait Katanga H24 pendant ces 3 jours. C'était génial comme période. Et du coup, entre les rendez-vous des banques, parce que la recherche de financement a duré 9 mois, donc c'est assez long, comme une grossesse. Et comme j'avais pas des rendez-vous tous les jours, pendant ce temps, je rencontrais les salariés, je nouais des relations avec eux, je Ok. m'intéressais, j'essayais de tout comprendre du business model de la boîte, comprendre où est-ce qu'on gagnait de l'argent, où est-ce qu'on en perdait, qu'est-ce qu'on achetait, chez qui on l'achetait, pourquoi on l'achetait. J'ai rencontré tous les fournisseurs. Ça a été une des clés de la réussite derrière, de bien connaître avec qui on travaille, qu'est-ce qu'on achète chez les uns, chez les autres, comment se compose un prix. Je renégociais tout. Est-ce qu'à ce moment-là, pardon, Cédant, tu avais identifié déjà, que tu avais communiqué auprès de ses salariés que tu allais être le prochain repreneur ou comment il t'avait présenté? Oui, il m'avait présenté depuis un long moment comme le futur repreneur, parce que Ok. comme je devais reprendre avec Ok, ah oui. l'ancien patron de Cdiscount, donc ça faisait longtemps, je pense que les salariés au bout d'un moment n'y croyaient plus. Mais en tout cas, ils étaient hyper accueillants et hyper sympas avec moi, mais ça faisait longtemps que je t'ai présenté comme le futur repreneur en recherche de financement. En recherche de financement depuis des mois et des mois. D'accord. Et Ouais. deuxième question, Et pendant la période, enfin, tu nous as expliqué tout au début que tu avais une période quand tu étais chez Cdiscount où tu étais dans une cellule un peu où ils faisaient de la reprise d'entreprise. Est-ce que les apprentissages que tu as eus pendant cette période t'ont servi pendant cette période de recherche de financement ou pendant la période finalement où tu as été en bénévolat, d'analyse du business model, vraiment de le côté interne de l'entreprise? alors pas tant que ça. Et en toute transparence, je me suis aperçu assez récemment que j'avais eu cette première initiation à la reprise d'entreprise il y a très longtemps. Et ça m'avait pas trop servi parce que j'arrivais a posteriori. Les rachats étaient faits, les discussions étaient Oui, faites, les projets d'accord. étaient intégrés. En tout cas, je travaillais pas du tout sur les futurs dossiers. Moi, D'accord. je travaillais sur les lancements des entreprises qui venaient d'être reprises, Ok. éventuellement rebrandées. D'accord. Ça m'avait juste donné le goût et la méthode de travailler sur plein de projets en même temps, Hmm. plein de D'accord. sujets en même temps, mais pas sur la structuration de la reprise du tout, hein. Ok. Très bien. Donc ouais, non, d'apprentissage. C'est plus, en fait, ces 9 mois qui ont été l'école de la vie, l'école de l'entreprise, où je rencontrais les salariés, je rencontrais les fournisseurs, et surtout, je faisais ce que je savais faire et qui était vital et qui a permis à la boîte de tenir, c'est que je vendais. Ça, je savais faire, je savais remplir l'atelier. Donc, je commençais à chercher des commandes partout où je pouvais en trouver, à faire jouer mon réseau, mes copains qui étaient dans des boîtes, est-ce qu'ils n'avaient pas des commandes pour habiller les salariés, Donc en fait, tu as des anciens dupliqué collègues. vraiment ce que tu faisais dans ta boîte précédente. Oui, avec zéro marché étudiant, parce qu'à la base, le marché étudiant était censé rester dans la structure Eh oui. que je quittais. Ok. Et finalement, quelques années plus tard, ils ont abandonné la partie marché étudiant, donc on s'y est relancé. D'accord. Mais à la base, moi, je dupliquais le côté prendre des commandes, trouver des commandes sur Processus, ouais. plusieurs marchés D'accord. Ok. et, euh, et les faire marquer chez Katanga. Ok. Et donc du coup, 12 refus. Et il y a quand même une banque qui dit oui, hein, sinon on serait pas dans ce podcast. C'est ça. Et, euh, et la particularité, donc c'est la Banque Populaire Aquitaine, qui est la seule à avoir pris des risques sur ce dossier, donc, qui est toujours notre banque numéro 1 aujourd'hui.
et qui, elle, c'est la dernière que je vois. Le schéma dans lequel je la rencontre, il est un peu particulier. C'est pas moi, petit Thibaut, de 26 ans ou de 25 ans, qui prend le rendez-vous avec le conseiller qui est là pour financer les dossiers. Je me fais accompagner dans cette période de recherche d'entreprise, enfin de reprise d'entreprise. Je me fais accompagner par une avocate spécialisée en droit des affaires, en M&A, qui fait vraiment, dont c'est le métier, D'accord. que je rencontre par réseau, par une ancienne collègue de Cdiscount d'ailleurs. Mhm. Donc tu vois, tu me disais, est-ce que j'ai pas appris des choses, mais j'ai quand Il même y a pris quand du même des choses réseau. qui t'ont servi, ouais. Donc je rencontre cette super avocate qui est toujours mon avocate et qui m'a accompagné sur toutes les prochaines croissances externes qu'on a fait, plein de sujets juridiques qu'on avait. D'accord. C'est elle qui me présente mon expert comptable, qui est toujours mon expert comptable aujourd'hui, Ok. qui m'aide à refaire le business plan, refaire un peu ma présentation de montage financier que j'amenais sur mon petit PowerPoint qui était pas hyper carré, et qui me prend rendez-vous, enfin c'est mon expert comptable qui me prend rendez-vous avec non pas le conseiller de la banque, mais le directeur d'une agence. Et j'y vais avec lui à ce rendez-vous. Donc là, t'es monté d'un cran quand C'est-à-dire que même. c'est pas... Ouais, je suis monté d'un cran. D'ailleurs, tu montes à l'étage, physiquement, le bureau du directeur est à l'étage. On te sert un café quand tu arrives dans le bureau, c'est un autre level. Et là, ça a été très clé parce que il y avait moi qui étais le rêveur, l'entrepreneur qui disait je vais réussir à redresser l'entreprise. Et il y avait le comptable bien connu sur la terre bordelaise, qui est bien connu du banquier en question, et qui disait moi je vais être là pour surveiller les chiffres, je vais être là pour surveiller le BP. Le petit jeune, il en a sous la pédale, il va le faire. D'accord. Et il y a aussi une super avocate dans l'histoire qui va Ok. bien verrouiller le deal pour qu'il ne se fasse pas arnaquer, pour que ça soit un deal win-win, et que mettre une garantie d'actifs passifs sur la boîte, et être sûr que ce qu'on rachète, on l'achète vraiment, etc. D'accord. Et ce qui fait que ce banquier dit oui, il y a aussi les chiffres. C'est j'ai la boîte 9 mois plus tard, quand j'ai le financement, elle a quasi plus rien à voir. Sur le dernier bilan de Katanga avant la reprise, c'est plus 600 000 euros d'affaires, c'est 950 000, quelque chose comme ça. D'accord. Et c'est plus 200 000 euros de pertes. Je sais plus si c'est 10 ou 15, mais c'est des pertes très réduites. Donc en fait, j'avais un peu prouvé que ce que je disais que j'allais faire, je l'avais déjà initié. C'était hyper bizarre comme phénomène, mais je l'avais déjà Mais c'était une initié. preuve tangible que tu pouvais le faire, Ouais, en fait. j'avais déjà la preuve que je pouvais le faire et que je Oui. savais vendre et que ce que je vendais, il savait le produire. Mm. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de racheter Katanga, et c'est comme ça que que du coup j'ai réussi à financer le rachat. Est-ce que tu peux nous, je sais pas si tu peux nous le dire, mais sinon c'est pas grave, à combien tu as racheté cette entreprise pour qu'on arrive à se situer un peu en tant que repreneur sur le marché du marquage textile? À combien ça enfin, à combien ça se vend une entreprise comme ça? Alors non, je communique pas sur Ok. le prix de rachat. En fait, concrètement, l'entreprise, quand tu rachètes une entreprise qui perd de l'argent et qui va mal, il n'y a pas de prix. C'est-à-dire, si tu écoutes les Oui. banquiers, si tu écoutes les investisseurs, ça vaut 1 euro au tribunal, ça vaut 0 avant qu'elle tombe. Tu vois, j'avais plein de banquiers qui me disaient, attends qu'elle tombe et va la racheter pour 1 euro. Oui. D'accord. Voilà. Sauf que, donc moi, pour donner une fourchette, c'est quelques centaines de milliers d'euros. D'accord. Mais donc c'est quand même un budget. D'où j'avais besoin d'un emprunt, j'avais besoin d'une dette pour financer ce rachat. Comment j'ai valorisé la boîte à l'époque, c'est surtout une entente entre cédant et repreneur. Mhm. Qu'est-ce qui est le juste prix et qu'est-ce qui est le prix attendu par le cédant et qu'est-ce qui est finançable par rapport au business plan qu'on est en train de faire. Et on regardait aussi l'actif de la boîte, c'était ses machines, son parc machine, qui certes était amorti, mais avait une vraie capacité, une vraie valeur aujourd'hui si tu voulais racheter ces machines. D'accord. Donc à la fois relativement pas cher, c'est moins cher de racheter une boîte qui va mal qu'une boîte qui va bien, Bien sûr. Bien sûr. mais c'est ultra dur à financer. C'est beaucoup plus dur à financer une boîte qui va mal qu'une boîte qui va bien. Oui, et puis en fait, enfin, je veux dire, une partie de la valorisation, au final, c'était toi qui l'avais faite sur les 9 mois. Puisque c'était quand même toi qui avais redressé la boîte. Donc, je sais pas, mais j'imagine que ça a peut-être été pris en compte aussi dans la valorisation de l'entreprise. Oui, alors on avait déjà convenu du prix quasiment dès le début.
On D'accord. a juste changé le modèle d'achat avec quand l'avocate est rentrée dans la danse. De base, on cherchait à racheter les parts sociales, donc vraiment l'entreprise Hmm. dans sa globalité. D'accord. Et le pourquoi on prenait plein de noms aussi, c'est dans le format. C'est que Oui, quand tu rachètes les parts sociales d'une boîte qui va mal, tu rachètes son actif et son passif, tu bien rachètes sûr. ses dettes, tu rachètes ses capitaux propres négatifs. Donc tu rachètes un actif qui est négatif. Donc là, les banques ont énormément de mal à financer ça. Oui. C'est pas du tout logique dans leur tête. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a racheté le fonds de commerce. Donc, on a créé une structure neuve. J'ai créé ma boîte, je l'ai appelée Spartacus Venture, en honneur à mon mentor. Et du coup, cette boîte, elle avait des capitaux propres positifs Mhm. et elle s'est endettée pour racheter le fonds de commerce. Et le fonds de commerce, c'était quoi? Donc, tu mets ce que tu veux dans le fonds de commerce, c'est-à-dire que tu choisis ce que tu achètes. D'accord. Et donc moi j'achetais globalement tout le parc machine. J'achetais le droit au bail donc pour être dans le local. J'achetais le fichier client même si ça vaut pas grand chose, mais en tout cas l'historique client qui pouvait éventuellement repasser commande. Je devenais propriétaire de ce fichier client. Je reprenais tous les contrats des salariés. Donc je refaisais des contrats mais en conservant leur ancienneté, leurs Ouais. conditions, etc. de tous les D'accord. salariés et tous les contrats fournisseurs. Donc je reprenais tout sauf les dettes de l'entreprise. Il y en avait très peu de dettes. L'entreprise était très peu endettée. Mais par contre, du coup, ça a quand même survalorisé l'entreprise. Tu rachètes plus cher un fonds de commerce que des parts sociales, en tout cas dans le cadre d'une boîte qui perd de l'argent, justement D'accord. parce que tu dois donner assez d'argent aux cédants pour être capable de rembourser ses dettes et de partir avec de l'argent. Bien sûr. Lui, l'objectif, c'est pas qu'il se retrouve avec une coquille vide, qui a plus le droit de vendre, qui a plus de salariés, qui a plus rien, Oui. mais qui a encore des charges de Les crédit. dettes, ouais. Voilà, donc c'est le schéma qu'on a fait. Mais sinon, ouais, le prix initial était convenu, donc on a augmenté ce prix initial du montant des dettes qui avaient été estimées et qu'il allait falloir rembourser. Qu'il allait falloir rembourser. Ok, super. Alors, du coup, maintenant, on a bien compris comment tu as fait pour en arriver là. T'as passé 9 bons mois, voire un peu plus, à redresser l'entreprise et à obtenir ce financement. Donc maintenant, ça y est, tu es dirigeant de l'atelier Katanga. Comment se sont passés ces premiers mois où tu as véritablement changé de statut? Tu es passé de bénévole à un véritable dirigeant. Ça a été quoi tes premières Alors, actions? je suis passé de bénévole à demandeur d'emploi. Du coup, j'étais à Pôle emploi pendant cette période. D'accord. C'est bien de le préciser quand même. Ok. Mais bon, tu gérais quand même l'entreprise. Oui, là, du coup, j'étais à temps plein, donc j'ai officiellement déménagé à Toulouse. J'avais, Ok. juste avant de démissionner de mon ancienne entreprise, j'avais pris un appart, parce qu'il faut surtout pas essayer de louer un appart quand on est entrepreneur et qu'on démarre, Oui. c'est impossible. Ouais. J'avais vendu ma voiture pour avoir un peu de cash de côté. Effectivement, j'étais rentré à Pôle emploi en tant que créateur Hmm. d'entreprise. Bien sûr. On n'en parle pas assez, mais c'est le meilleur financeur des entrepreneurs, Complètement. France Ouais. Travail. Il faut pas qu'il change ce genre de dispositif. Oui. Ça a déjà un peu réduit depuis la période où moi je l'ai fait, mais globalement, j'ai eu 24 mois où j'ai pas eu besoin de me préoccuper de me Te payer. payer, ouais. J'étais payé par Pôle emploi, un peu moins que ce que je gagnais avant, Hmm. mais Hmm. j'avais une sécurité de rémunération tous les mois et ça m'a permis de maximiser la trésor et la Hmm. rentabilité de l'entreprise. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ça n'a pas changé grand-chose en fait. Le changement de statut de ça y est, on a signé. Ok. J'ai pris un petit coup de stress de ça y est, je peux plus reculer. J'ai Ça plus y est. l'excuse Je suis dans le grand bain. j'arrive pas à trouver de financement, c'est compliqué, tu vois, je peux Ouais. plus me plaindre de quelque chose. Maintenant, on se retrousse les manches et on y va. Mais la particularité, c'est que la boîte, je la connaissais par cœur. C'est-à-dire que Bah j'étais oui. dedans en fait. On a démarré extrêmement vite, tout avait été préparé en amont, ce qui fait que la première année, tu vois, quand je te dis le jour où on signe, la boîte c'est plus 600 000 euros, c'est 950. Bah, la première année, en fait, on a démarré tellement fort, on a fait 1,6 million la première année. Oui. C'était opérationnel tout de suite, il y avait tout qui fonctionnait. J'étais bien sûr motivé à bloc. J'avais rien d'autre à faire. Je bossais H24 chez moi, soir et week-end. Je crée des idées de nouveaux business partout. Donc ouais, non, il y a pas grand chose qui a changé. Ok. L'ancien gérant Alain m'a accompagné pendant 1 an. D'accord. Donc il est resté prestataire. Il avait une holding et il me facturait des honoraires de conseil et d'accompagnement. D'accord. Dans l'équipe, j'avais la femme du gérant, Geneviève,
qui était D'accord. également la comptable secrétaire de direction, qui faisait aussi des achats, enfin qui faisait vraiment beaucoup de choses dans la boîte, qui était hyper clé, qui connaissait toute l'histoire de la boîte et avec qui on s'entendait super bien, qui est restée chez Katanga pendant 7 ans. Elle est partie à la retraite l'an dernier. Oui, d'accord. Elle a C'est top vraiment ça. continué, elle s'est éclatée. Elle a vécu les 7 nouvelles années de transformation de Katanga. Ok. Et donc ouais, j'ai gardé toute l'équipe. J'ai pas recruté sur la première année. J'ai gardé l'équipe. On avait un peu d'intérim quand on avait besoin de prod. Ok. Mais l'objectif, c'était on réduit les charges à fond, on renégocie tout ce qu'on peut renégocier, on essaie de faire le maximum de marge qu'on peut faire. Donc on renégocie Mhm. les prix d'achat, on essaie d'augmenter ou de trouver des marchés avec des plus fortes marges. On essaie de préserver le cash, donc on essaie de se faire payer avant de payer nos fournisseurs. On a un vrai besoin de créer de la trésorerie. On fait que des choses ultra saines en termes de typologie de commande. Quand il y a soit pas assez de marge, soit qu'il y a des conditions de paiement demandées, on fait pas. On est transparent sur, on est petit, on sort d'une période compliquée, Ok. on a vraiment besoin de construire des bases solides D'accord. et on a vendu tout ce qu'on pouvait. Ok. D'accord. Donc ça veut dire que là, tu me dis qu'en termes de vraiment de charge, structure opérationnelle, je veux dire, en termes d'effectifs, vous êtes passé de 900 000 euros à 1,6 million. C'est ça que tu... Ouais. Je sais Avec plus les si c'est mêmes... 1,5 million, 1,6 million, mais Voilà, mais avec les mêmes effectifs. avec les mêmes effectifs, oui, avec un peu d'intérim sur la Ok. prod. D'accord. Ok. Et En t'as... fait, la boîte en avait sous le pied en termes de capacité de production. Il y Ok. avait vraiment une grosse capacité qui était sous-exploitée. D'accord. Le schéma, en fait, le schéma commercial, il est assez simple. Tu peux considérer que quand je rachète l'entreprise, il y a un commercial qui est Richard. Il est tout seul à alimenter la boîte et donc il est tout seul à être capable de ramener de l'argent dans l'entreprise pour payer les machines, le loyer, les autres salariés. Et en fait, quand j'arrive, bah, ça fait deux, quoi. Donc, si tu pars du principe que quand je rachète la boîte, elle faisait 600 000 euros, il y avait un commercial, je m'y mets, ça fait deux, on fait 1,2 million, Oui. Dans sauf qu'on a l'idéal, fait un peu ouais. plus que ça. D'accord. Richard, il a monté. Ok. Et voilà, donc ouais, je pense que les charges sont largement maintenues. Et en tout cas, on inverse la tendance, c'est-à-dire qu'on passe de 600 000 euros et 200 000 de pertes à 1,5 million et 200 000 de résultats nets sur la première Ah année. oui. Ouais, donc en termes de marge, ça n'a plus rien à voir en fait. Ça n'a plus rien à voir, mais en termes de marge, les marges brutes, elles changent pas trop. En fait, c'est une Ouais. boîte de production, donc tu as des grosses marges brutes. Par contre, tu mets du volume, donc tu écrases tes charges fixes. Et une boîte de prod, le gros problème, il est sur écraser les charges fixes. Et ça, je l'ai compris assez vite, mais tu as une masse salariale, tu as des charges de type leasing, crédit à rembourser, tu as un loyer à payer. Et du coup, tu as un chiffre d'affaires, une marge, et il faut que cette marge soit supérieure à ce que tu dépenses. C'est pas plus compliqué que ça de gérer une entreprise, et notamment une petite entreprise. C'est très bête et méchant. Il faut vendre plus qu'on achète. C'est du bon sens, mais je pense que c'est bien de le rappeler parce que parfois c'est pas si évident que ça quand on est vraiment dans l'opérationnel et la tête sous l'eau. Donc ok. J'aimerais bien que tu nous expliques un peu les leviers de croissance que tu as trouvés pour continuer à augmenter, enfin à continuer à développer le... Ouais. Donc en fait, jusqu'en 2020, on a fait que de la croissance naturelle. C'est-à-dire, on avait une seule structure, Katanga, qui était l'entreprise que j'avais rachetée. On a recruté quand même, hein. On a recruté Camille assez rapidement, qui a dirigé, du coup, qui est venu lancer une business unit chez nous, qui est la business unit B2B2C. Commercialise des t-shirts à message, j'en parlais en introduction, des t-shirts humoristiques, des t-shirts sous licence Ok, d'accord, auprès des plus grands acteurs de la vente privée. d'accord. Donc Camille, je la connaissais depuis un long moment parce qu'elle venait de mon ancienne entreprise et elle faisait exactement ça dans mon ancienne entreprise. Et donc elle a été recrutée assez vite, soit en fin de la première année d'exercice. Tu vois, quand je voyais que Oui, l'entreprise s'était bien développée, était redressée. Euh, d'accord. et ce nouveau marché a fait partie de ce qui nous a fait aussi grandir l'année suivante. Ok, Donc la deuxième année de Katanga, je crois qu'on fait 1,9 million. La troisième année, on fait 2,1 millions. À chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On lance des nouveaux projets. d'accord. On a structuré, tu vois,
toutes les business units que je t'ai décrites au début, on les a lancées entre 1 et 2 par an. Donc d'abord le B2B2C, donc on vendait des collections éphémères sur les sites de vente privée. Puis ensuite on s'est dit mais c'est cool, mais pourquoi on vend pas ces produits tous les jours? Parce que là on les vend une fois en janvier, une fois en juin, une fois en décembre. D'accord. Et vente privée, ils font pas des opérations avec nos produits tous les jours. Donc on s'est dit on va développer notre propre B2C. Donc on a créé notre site à nous qui s'appelle Le Roi du T-shirt, en toute modestie. Du coup, qui était la première marque B2C de Katanga. Tu vois, Katanga restait la marque chapeau atelier et la marque structure. Et on a créé une marque B2C, Le Roi du T-shirt, qui commercialisait nos petites marques de T-shirt que Camille créait. Camille, c'est la DA de ces marques. Elle pense les designs de ces T-shirts, ou alors elle travaille les designs des licences. Et et ensuite elle les commercialise, elle les fait dessiner à des graphistes, à des créas, à des illustrateurs. Et une fois qu'elle est OK sur sa collection, elle les distribue elle-même auprès des acheteurs vente privée. Donc on a créé cette première activité B2B2C. Ensuite on a créé le B2C, notre site Le Roi du T-shirt. Ensuite qu'est-ce qu'on a fait? On s'est relancé en 2020 sur le marché étudiant. Ok. Je m'y étais pas lancé et je me suis aperçu quelques années plus tard qu'il y avait toujours personne comme acteur majeur sur ce marché. Donc on s'y est lancé. La pire idée de notre vie, c'était le Covid. Oui. Il y avait plus d'étudiants à l'école. Ils voulaient plus de way, plus de week-end d'intégration, effectivement, plus de séjours au ski, plus rien. Donc beaucoup moins de commandes de textiles. Mais en 2020, c'est une année assez exceptionnelle pour Katanga. On fait 4,6 millions contre 2,4 millions l'année d'avant. Donc en plein Covid, pendant que plein de boîtes ont plein de difficultés, nous on cartonne. Et ce qui nous fait cartonner, c'est 2 éléments. C'est les marchés qu'on a lancés les années précédentes, donc le web. Le web cartonne pendant le Covid. Les gens n'ont plus accès aux magasins. Et globalement, je le raconte comme ça, mais ils se font chier, ils achètent des t-shirts. Et des t-shirts rigolos. Tu vois, ils sont en ambiance jogging, pantalon, ils sont en télétravail. Et donc, ils s'achètent des t-shirts Monsieur Costaud, je suis un super papa. Vous avez fait un peu les analyses des t-shirts, du top 3 des t-shirts qui ont le mieux marché, non, pendant le Covid? Ouais, alors nous, on fait beaucoup de t-shirts famille et des t-shirts traits de caractère. D'accord. Et c'est vrai que sur cette période, ces marques-là cartonnent, on en sort des nouveaux. D'accord. La Poste continue de livrer nos colis parce qu'ils sont tout petits, ils rentrent en boîte aux lettres, donc il n'y a pas de problème de livraison. Ok. Et juste en 2020, on a aussi un marché, donc là qui est pure réaction et réactivité et opportunisme. À l'annonce du confinement, on reçoit, je pense, 40-50 appels d'entreprises qui veulent nous acheter des masques. Et nous, on n'est pas du tout fabricants. Katanga, on achète des produits, on les personnalise, on fait de la perso. D'accord. Mais au bout du 40-50e appel, on se dit il y a peut-être un truc à faire au-delà de rendre service. Nous, on a nos équipes quand même B2B pour le coup qui sont un peu à l'arrêt. Donc, on se met à fabriquer des masques, on achète des machines à coudre, on embauche des couturières en intérim, on recrute des couturières à Bâle. On intègre un peu une grande confédération qui est menée par Guillaume Gibaud du slip français, de tous les ateliers de marquage et de textile français pour fabriquer ces masques. Donc, on apprend à fabriquer les masques, etc. Et c'est aussi une activité qui nous a fait un chiffre d'affaires nouveau, qui n'existait pas du tout. On a fabriqué et vendu des masques aux entreprises. Ok. Et du coup, sorti de cette période, donc la boîte a cartonné sur cette année 2020. Elle est très rentable. Et du coup, on est très suivi depuis toutes ces années où on est rentable chaque année. On est beaucoup plus suivi par les banques. Tous ceux qui m'ont dit non quand j'ai repris l'entreprise, là, ils me courent un peu après. Ils sont OK pour financer nos investissements de machines, etc. Dans ce qu'on a fait sur cette période aussi, on a créé tous les ateliers. Katanga, quand je le rachète, c'est juste un atelier de sérigraphie, une seule technique de marquage. D'accord. Et petit à petit, au fil des années, je lance l'impression numérique qui permet de faire de l'unitaire. Je lance la partie transfert qui permet de personnaliser des matières, des jerseys, des matières un peu techniques.
D'accord. On lance la partie broderie. Je crois que c'est en 2019 qu'on lance la broderie, qui nous a bien aidé pour fabriquer les masques, parce qu'on faisait les coutures des tissus en Des broderie. tissus, ouais. Donc j'ai aussi bien réinvesti dans l'outil industriel pour sortir d'une seule technique de marquage et être capable de répondre aux demandes de tous nos clients. En fait, on voulait que quand un client il venait chez nous, il devait pouvoir trouver tout ce qu'il lui fallait en termes de textile personnalisé pour nous. On voulait pas qu'il ait besoin d'aller voir un brodeur pour faire autre chose, d'aller voir un couturier pour coudre ses étiquettes. Donc on a intégré petit à petit toutes les techniques de marquage. Et alors c'est intéressant là-dessus parce que j'imagine que c'est quand même des machines qui sont des gros investissements. À partir de toi, tu as besoin de quoi comme info et à partir de quel moment tu vas te dire ok, là j'investis et on va partir là-dessus et on va délivrer maintenant ce service-là au client. Est-ce que c'est l'investissement qui va générer la demande ou t'attends quand même d'avoir un petit peu de demande pour décider de l'investissement? Parce que souvent les directeurs les dirigeants de PME peuvent se poser la question là parce qu'ils sont toujours quand même parfois un petit peu short en trésor, donc ça peut être intéressant de savoir comment toi tu as fonctionné. C'est un peu les deux. Tu peux pas attendre d'avoir la demande pour faire l'invest parce que tu es obligé de répondre. Nous, on voyait que tous nos clients qui faisaient des t-shirts imprimés, ils avaient aussi envie de faire des sweats brodés. Et là, nous, très bête, on se dit, attends, un t-shirt, c'est quelques euros, un sweat, c'est quelques dizaines d'euros. Donc déjà, juste sur le produit, il y a moyen d'aller faire beaucoup plus de chiffre d'affaires sur le produit. Et là, aujourd'hui, on peut pas le faire parce qu'on n'a pas l'outil de perso. Donc on avait quand même on sous-traitait un peu. Tu vois, il y avait des clients qui adoraient la relation Katanga, qui adoraient comment ils étaient pris en charge par Richard ou par moi et globalement sur la partie B2B c'est tout. Donc ils voulaient nous confier de temps en temps de la broderie, même s'ils savaient qu'on la faisait pas, on la sous-traitait ailleurs. Okay. Et c'est pas trop dans notre ADN chez Katanga de sous-traiter. Tu vois, c'était un peu ce que j'avais vécu et que j'aimais pas dans mon ancienne boîte. T'as l'impression de plus maîtriser. On peut te faire des reproches sur des choses que tu maîtrises pas. Tu vois, autant quand on te fait des reproches sur quelque chose que tu as produit, tu comprends et tu sais comment réagir. Et l'intégration de la broderie, maintenant que je m'en souviens, de base, je voulais racheter un atelier. J'ai eu mon sous-traitant principal qui était un petit brodeur dans la région où on était à Toulouse, proche de Toulouse, qui était aussi proche de la retraite, un peu le même schéma. Et j'ai étudié la reprise de l'entreprise et ça s'est pas fait. C'était compliqué. D'accord. Il y avait le fils qui devait venir travailler chez moi pour gérer l'atelier de broderie, mais c'était trop loin, il voulait pas. Les machines avaient l'air très vieilles, donc je l'ai pas fait. Et à ce moment-là, je m'étais rapproché d'un fournisseur de machines de broderie. J'étais allé visiter ce brodeur avec lui. Lui, son objectif derrière, c'était de nous vendre des machines neuves. Et du coup, j'ai pas fait le rachat et j'ai acheté une machine neuve et j'ai débauché une brodeuse d'une autre boîte de la région. Qui nous a amené la compétence. Et petit à petit, on a rentré des commandes. Au début, on vendait très peu. On saturait pas du tout la machine. Mais la personne que j'avais recrutée, elle était polyvalente. Donc, elle passait d'un atelier à un autre. C'était transparent. Je l'ai recrutée, j'avais pas encore la machine. Ok, d'accord. Donc, voilà, mais elle a participé, elle a choisi la machine. C'était une machine qu'elle avait l'habitude d'utiliser, donc elle m'a amené cette compétence. Et ensuite, on a démarré et on a pris de plus en plus de commandes. La première fois où on a été saturé, c'était la période des masques, où on a eu besoin de coudre plein de bouts de tissu. Voilà, c'était pas du tout le métier principal de la brodeuse, mais ça marchait. Et après, dans les nouveaux marchés qu'on avait lancés, on s'était lancé sur les créateurs de marques. Du coup, qui créent des petites marques textiles qu'on accompagne à la fois sur le choix des produits, le choix des techniques de marquage. D'accord. Et ça, c'est un marché qui aimait de plus en plus faire de la broderie. D'accord. Donc, c'est ce qui a permis aussi de rentabiliser cet atelier, de le remplir. Ok, donc bonne opportunité quoi. Ok, et ben on va revenir un peu sur la partie reprise. Donc tu étais en train de nous expliquer justement que c'était un des leviers de croissance que tu avais identifié. Donc comment ça s'est passé? C'est les premières entreprises que tu as rachetées. Ouais, donc ce qu'on disait, c'est jusqu'en 2020, c'est que de la croissance organique plutôt. Organique, ouais, voilà, cherchez le mot, merci. Et à partir de 2020, on se lance dans des opérations de croissance externe. En fait, c'était pas prévu. Moi, j'avais racheté Katanga, c'était mon entreprise, j'adorais ce que je faisais, je me développais, la boîte était rentable, ça fonctionnait bien, ça faisait de la croissance tous les ans avec explosion en 2020. Fin 2020,
j'ai un de mes plus gros clients qui est une marque textile qui s'appelle le Fabuleux Chaman, qui sous-traite tout chez moi. C'est-à-dire que je suis son imprimeur qui imprime tout ce qu'il vend sur son site, tout ce qu'il vend sur les sites de vente privée, parce qu'il travaille aussi avec les sites de vente privée. D'accord. Et qui me contacte pour me dire, écoute, j'aimerais bien céder la marque. Je voudrais revenir à ce que j'aime faire vraiment, c'est dessiner. C'est un illustrateur. Il dessine des visuels qu'on met sur des t-shirts. Toi, aujourd'hui, ton usine, elle est connectée à mon site. C'est toi qui produis tout. Tu sais faire tout ce dont on a besoin. Il y a une partie que tu maîtrises pas forcément, c'est le marketing digital, mais on peut t'aider, on peut t'accompagner là-dessus. Il faut que tu recrutes quelqu'un là-dessus et ça peut le faire. Est-ce que ça t'intéresse? Et là, du coup, je suis dans ma phase où on a tout qui fonctionne bien sur Katanga, on a tous les marchés, tous les voyants qui sont ouverts, la boîte a de la trésor, on a des super capitaux propres, on voit qu'on a la confiance des banques pour être capable de faire ce type d'opération. Et surtout, il y a un gros risque à ne pas le faire. C'est-à-dire que si nous, on rachète pas, on va perdre potentiellement un de nos plus gros clients parce qu'il va il a envie de vendre, donc il va essayer de vendre à quelqu'un d'autre. Donc on a un risque à ne pas le faire, à ne pas faire ce rachat. Ok. Donc on fait ce rachat, on rachète aussi le fonds de commerce. D'accord. J'avais l'habitude, tu vois, j'avais déjà fait cette opération. J'étais assez confiant sur le faire. Je me fais accompagner par la même avocate qui est hyper contente de me voir revenir sur un projet de croissance externe. Et du coup, on rachète le fonds de commerce. Donc, qu'est-ce que c'est le fonds de commerce cette fois? C'est la marque, donc tous les propriétés intellectuelles des visuels qui sont créés. Oui, d'accord. Et ça s'arrête globalement là, parce que pour le coup, il n'y a pas de salariés. On rachète le site aussi, le site internet, mais il n'y a pas de salariés, il n'y a pas d'usine de production, parce que c'est nous qui produisions tout. Okay. Et on met un contrat de prestation entre les anciens gérants et nous, pour qu'ils dessinent et qu'ils continuent à nous alimenter en nouvelles collections sur le site. Ok, ouais, c'est ce que j'allais te demander justement. Est-ce que tu perdais sa valeur en fait d'illustrateur? Ouais, la créa. Ouais. Non, ouais, on l'a gardé. Et ce modèle de rachat, c'est un rachat en 3 phases. Il y a une partie du prix qui est payé cash. Il y a une partie du prix qui est payé en crédit vendeur. D'accord. Hyper pratique dans le rachat d'entreprise. Ça veut dire que c'est le vendeur lui-même qui nous fait crédit et on rembourse petit à petit, comme si on remboursait une banque, mais on paye le vendeur petit à petit. Et une troisième partie du prix qui est de la prestation intellectuelle où on va quelque part acheter les futures collections des et rémunérer la partie création et sous forme de royalty, de pourcentage du chiffre d'affaires. Okay. Donc on intéresse le cédant sur les ventes futures de l'entreprise. Ouais. Donc belle opération pour vous au final. Opération qui nous permet sur 2021 de ne pas perdre déjà ce chiffre d'affaires qui était important sur ce client et sachant que le web marchait très bien à ce moment-là, donc plutôt chouette opération et de manière opérationnelle qui se passe hyper bien parce que on produisait déjà tout, donc il y a pas il y a pas de nouveauté, il y a pas de surcharge, il y a pas de bazar. Il n'y a pas de chaos assez fréquent dans les reprises. Et moi, j'avais jamais vécu le chaos, en fait, parce que Katanga, j'avais mis 9 mois à la racheter. Donc, je connaissais hyper bien l'équipe. Là, du coup, Shaman, je le rachète, mais je maîtrisais toute la partie production. Donc, ça se passe très bien. Il n'y a pas d'équipe. Il y a une relation de confiance et de prestataire client avec l'ancien cédant. Donc, ça se passe très bien. Donc, l'année 2021 se passe très bien. Si bien qu'on est approché par une nouvelle opportunité de croissance externe. D'accord. Cette fois, on est approché par un concurrent. C'est pas un client. Donc là, on passe un peu plus en phase agressive. De base, on a fait de la croissance organique. Ensuite, on a racheté sur un mode défensif. C'est si on rachète pas, on peut perdre ce client. Ouais, on perd du chiffre d'affaires. Et là, on se met à se dire, ok, on sait faire. On sait intégrer des boîtes. C'est un métier qu'on connaît. Ça reste autour du textile. On est approché par un concurrent qui vend des t-shirts imprimés, des t-shirts avec des dessins, des illustrations, qui s'appelle Whoop et qui est notre concurrent principal sur les sites de vente privée. Ils ont autant d'opérations que nous par an. On sait qu'on est bloqués tous les deux, c'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à grossir encore chez vente privée. Ok. Et la seule différence entre nos deux sociétés, c'est que moi je produis, lui non.
Et D'accord. pour caricaturer, ça veut dire que moi, j'ai une double marge. J'ai une marge commerciale et j'ai une marge de production. Là où lui, il en a une seule, il a une marge commerciale. Donc, je suis un super candidat à la reprise parce que je vais réussir à financer cette reprise par ma double marge et du coup à payer beaucoup plus cher l'entreprise quelque part que quelqu'un qui avait juste la marge commerciale de l'entreprise. Mhm. Donc là, on est encore en termes de valorisation sur une valorisation qui n'a rien à voir avec des multiples d'EBITDA, ce qu'on peut entendre sur des rachats classiques. Mhm. Nous, on est sur une valorisation qui est très basée sur qu'est-ce qu'on va faire de l'entreprise et comment elle va s'intégrer dans notre Ok. groupe. Globalement, on paye assez cher cette entreprise, mais avec une vraie volonté de se dire on va nous faire une double marge et finalement la rentabiliser assez vite par cette marge de production. D'accord. Et on fait ça du coup fin 2021 et on rachète du coup cette entreprise. Et l'élément déclencheur qui nous pousse à dire il faut le racheter, c'est que entre Shaman et Whoop, en fait, on s'est lancé dans un projet titanesque et complètement fou de construire une usine en France. Donc de déménager l'ensemble de nos machines et de construire une usine ultra futuriste. Donc très gros projet d'investissement, plusieurs millions d'euros. C'est globalement entre 2,5 et 3 millions d'euros d'investissement. Ok. On a racheté un bâtiment qui était complètement à l'abandon, qui fait 3000 mètres carrés, qui est situé juste à côté de l'aéroport de Toulouse, pour y déménager nos équipes, nos machines et se redonner de la capacité de croissance. Et en fait, en 2021, on a initié ce rachat. On a racheté les murs, on a lancé nos travaux. Je communique pas mal dessus sur LinkedIn. Et c'est à ce moment-là, du coup, que je suis approché par Moïse, du coup, patron de la vente de la marque Whoop, qui me dit bah, écoute, tu vas avoir de la capacité de prod, moi je peux t'amener du volume de production. Globalement, c'est une bonne idée pour toi de racheter ma boîte. Et moi, du coup, je revais voir mes copains les banquiers pour leur dire écoutez, vous avez été hyper sympa, vous me faites confiance pour grandir. Vous venez de financer un très gros projet industriel de réindustrialisation, de construction d'une usine. C'est super sympa. Mais si vous voulez, en fait, on appuie sur un bouton et on remplit tout de suite l'usine. Donc, on va dérisquer ce gros investissement que je viens de faire et que vous venez de faire avec moi. On va vachement fiabiliser le côté, on est capable de payer le loyer, de payer le crédit enfin de payer le loyer qui paye le crédit. Et voilà. Et du coup, ils l'ont fait. Ils ont accepté de financer cette nouvelle croissance externe. Donc là, on D'accord. venait de faire Shaman, l'usine, Ouais. Plus Whoop. Whoop. Et voilà. Donc ça, c'est fin 2021. D'accord. Ces croissances externes nous permettent de grandir chaque année, de faire de la croissance chaque année, à la fois Mhm. naturelle et à la fois boostée par le côté croissance externe. Ça se passe aussi très bien. Il y a pas d'ombre au tableau. On connaît très bien leurs clients, on connaît très bien leurs fournisseurs. Il y a D'accord. vachement d'économies d'échelle qui se créent entre Ok. les sociétés, Attends, vachement de juste synergie. pour situer là, donc la précédente Shaman, tu m'as dit qu'il n'y avait pas de salariés à intégrer. La deuxième, la Whoop, est-ce qu'il y a des effectifs à intégrer? Comment ça s'est structuré? Ouais, j'intègre 2 salariés. D'accord. Une personne qui s'occupe de toute la partie, donc Clémentine, qui s'occupe de toute la partie création des offres et commercialisation auprès des sites de vente privés, notamment, et responsable e-commerce, qui est un peu en doublon. J'ai l'impression de trouver la jumelle de Camille Oui. qui était chez moi, qui avait un peu le même métier. D'accord. Comme il y a beaucoup de volume, bah, c'est bien d'avoir une deuxième personne dans cette équipe. Et je récupère également Manon, qui est une DA, directrice artistique, sur les différentes marques de Whoop, parce qu'il y avait aussi différentes marques, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Et du coup, j'intègre ces 2 personnes, l'une à Paris, donc moi je suis à Toulouse, et l'autre qui est partie en télétravail vivre dans le sud-est, donc qui est en full remote. Clémentine a travaillé avec nous pendant, je pense, une bonne année post-reprise. Ensuite, elle est partie sur d'autres projets. Camille, du coup, qui était ma salariée sur ces mêmes missions, a récupéré le volume. Et c'est un peu la suite de l'histoire. Mais en fait, on était très exposé sur la partie web, B2C, Mhm.
hyper confiants, tous les voyants au vert jusqu'à fin 2021. Et Mhm. 2022, l'année où on déménage dans notre usine du futur, incroyable, très cher, mais incroyable, où on a staffé l'équipe de production. Je me suis vachement staffé sur la partie de direction de production, RH, fonction support, créa, PAO. Enfin, j'ai vraiment staffé tous les pôles. D'accord. On a notre marché principal qui s'effondre post-Covid. Ok. Le web s'effondre royalement. On doit faire du moins 30, moins Ouf. 30% Ok. sur toutes nos marques. Donc, tu vois, on en a tellement qu'on ne peut pas se dire il y a un problème de DA, il y a un problème de créa. C'est tout ensemble qui s'effondre. D'accord. On peut pas se dire c'est que notre B2C parce qu'on est mauvais en acquisition, parce qu'on travaille également avec plein de très gros sites de vente privée et en fait les volumes baissent D'accord. de manière phénoménale sur cette période. Ok. Donc c'est un peu patatras, le château de cartes est en train de s'effondrer. Et oui. Et toi qui avais fait attention à tes charges fixes, là pour le coup, tu avais staffé, donc tu les avais augmentées. Ouais, on n'a pas arrêté de repousser les limites, hein, les charges fixes. Plus tu recrutes, plus elles se staffent. Le côté croissance externe t'oblige à avoir des remboursements de crédit, donc une activité qui te permet de rembourser ça. L'usine a fait que les charges fixes ont effectivement explosé. Et donc là, on a une situation un peu préoccupante, mais qui reste confortable parce que la boîte va très bien, on a vachement de cash, donc tu vois, il n'y a pas du tout d'urgence ou de tension Ok. niveau cash. On se dit juste que, ok, on est trop exposé sur un marché, il faut aller un peu se diversifier. Et tu vois, D'accord. ça revient à ce que je te présentais au début de Katanga. Aujourd'hui, on est un peu une pieuvre, on a Hmm. plein de marchés différents. L'objectif, il est commun, il est ramener du volume de production dans notre usine. On s'aventure pas sur des marchés hyper originaux, on reste toujours dans du marquage textile, du marquage objet. On va juste à chaque fois chercher des niches de marché ou des profils de clients différents pour essayer de pas craindre les crises. Et du coup, sur l'année 2020, en fait, on fait un pivot très fort sur la partie B2B qu'on n'a jamais abandonné, hein. Je t'ai expliqué au début, on a lancé une petite business unit sur le marché Hmm. étudiant. Hmm. L'uniforme. En 2020, ça marchait pas, mais en 2021, ça fait 300 000 euros de chiffre d'affaires. En 2022, ça fait 700 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est en train de faire x2. Ok. Là où on a le web qui est en train de descendre. Donc, on se dit, il y a un truc à faire sur le marché étudiant, il est en train de grandir. Donc, on met un peu de staff. On n'avait qu'une personne, on rajoute 2 alternants. On fait pas un investissement de dingue, hein, on rajoute 2 alternants. Ensuite, on avait Richard qui travaillait sur le marché entreprise. Lui, il est stable. Il n'est pas du tout en train de baisser. Il monte petit à petit chaque année. On se dit, on va essayer de booster ce pôle. Donc, on lui met aussi une équipe avec lui pour booster ce pôle. Ensuite, on a démarré le marché des créateurs de marques. On a Morgan qui est chez nous, qui est un ancien créateur client, qui s'occupe des créateurs de marques. Lui aussi, il est en croissance. Ça va bien, tu vois, sur 2022. Donc, on lui met une équipe avec lui. Donc, on staffe nos équipes internes. Ok. Hyper dangereux, tu vois, un peu le couillon, il y a un marché qui s'effondre et on continue à alourdir les charges fixes pour staffer les équipes. Mhm. Mais sauf que on staffe les équipes commerciales pour nous amener de nouveau de la croissance. Mais Oui, bien sûr. Oui. ça prend un peu de temps. Ouais. Voilà. Et on s'aperçoit courant 2022 que ça va pas suffire. D'accord. Tu vois, ça va grandir trop lentement. Ok. La chute du B2C est beaucoup trop forte. D'accord. Notre B2B grandit pas assez vite. Donc, il faut qu'on accélère ça. Hmm. Et on est approché par un nouveau projet de croissance externe, cette fois dans le B2B. D'accord. On est approché du coup par les fondateurs d'une société qui s'appelle Bureau des Goodies, qui Ok. est basée à Paris et qui est le concurrent numéro 1 de l'uniforme sur le marché étudiant. D'accord. C'est-à-dire que c'est un marché qu'on connaît et que je connais particulièrement bien parce que c'était Hmm. mon ancienne vie avant Katanga. Hmm. C'est une boîte qui est plus grosse que nous sur ce marché étudiant, mais beaucoup plus petite que nous sur le global de ces marchés, qui a beaucoup de volume, qui a une équipe de commerciaux qui est en croissance et qui cherche une usine, qui cherche à s'adosser à un industriel pour produire. Et qui sait que moi j'ai une usine et que ça peut m'intéresser de ramener du flux de production. C'est mieux. Donc, je vais revoir mes copains les banquiers. Je leur pitch ce nouveau projet de diversification. Tu vois, on a fait beaucoup d'investissements et de croissance Hmm. sur le B2C. Hmm. Ça continue à ramener du volume, mais ça baisse. C'est-à-dire que là, on se prend une crise dans la tête. Elle est connue. Il y a l'inflation, il y a la baisse de la consommation. On n'y peut rien.
Par contre, on a d'autres jambes chez Katanga qui sont le B2B. Donc, elles marchent très bien. Je prouve par les chiffres qu'elles sont en croissance. Donc, on va aller solidifier et consolider le groupe sur ce marché B2B. D'accord. Et ça va nous permettre d'accélérer. Donc, on finance cette nouvelle et dernière, cette fois, opération de croissance externe. Ok. Cette fois, on rachète les parts sociales. Ok. De stratégie. Changer de méthode. La raison, c'est qu'on a... alors, la première, c'est imposé. C'est obligatoire de racheter les parts sociales par le vendeur parce qu'il y a des fonds d'investissement dans l'entreprise. D'accord. Qu'il faut sortir les fonds d'investissement Ok. de l'entreprise. Donc, on est obligé de racheter la partie intégrale de toutes les parts sociales. Il y a aussi un intérêt à ce moment-là. On constitue un groupe. Tu vois, on n'est plus une mono-société. Moi, je crée une holding au-dessus qui va être propriétaire des différentes sociétés. Et les sociétés sœurs, les sociétés opérationnelles vont interagir ensemble. En fait, Katanga va être centrale. Ça va être la centrale d'achat et l'atelier de production. D'accord. Et les autres sociétés vont s'approvisionner auprès de Katanga. Ok. Et du coup, on a des équipes légères sur les sociétés commerciales et on a une équipe lourde sur Katanga avec toutes les fonctions support qu'on mutualise, la partie RH, la partie administrative, la partie direction de production, achat. En fait, on a une 45 personnes sur Katanga et très peu de personnes sur Whoop, très peu de personnes sur Bureau des Goodies. Alors, quand je rachète Bureau des Goodies, il y a un peu de monde, il y a beaucoup d'alternants notamment que je vais pas renouveler, c'est-à-dire que je vais aller au bout des alternances, mais je vais pas les renouveler pour réduire l'équipe et staffer plutôt en CDI sur cette boîte. Ok. Et peut-être que est-ce que tu as pu justement le staffing que tu avais sur les autres boîtes qui s'occupaient des commandes de Whoop et de Shaman par exemple, tu as pu les staffer aussi sur Bureau des Goodies pour un peu étaler la charge, pas tout de suite monter. L'objectif, c'est vraiment de la mutualisation et c'est aussi ce que je vends dans mon BP, ce que je vends aux banques, c'est qu'une personne qui achète chez Katanga, elle peut acheter pour les commerciaux de Katanga, elle peut acheter pour Whoop, elle peut acheter pour Bureau des Goodies. Ok. Pareil sur la partie RH, en fait, on peut mutualiser. Nous, on a une responsable RH sur Katanga, Nina, qui est géniale, et qui peut s'occuper des onboarding de chaque société, l'accueil de tous les nouveaux salariés, etc. Ok, très clair. Alors, ça va faire un petit peu écho à mon poste d'hier, parce que justement, je mettais un peu en garde les repreneurs de partir trop vite dans la croissance externe dès lors qu'ils avaient fait effectuer leur première reprise. Et donc toi, tu nous as expliqué que tu as d'abord structuré, que ces opérations de croissance externe, elles sont venues un petit peu par opportunité, mais tu les as faites parce que tu pouvais, parce que tes voyants étaient ouverts. Après, ce que j'aimerais bien comprendre, c'est comment finalement tu as réussi à structurer, parce que j'imagine que ça demande quand même pas mal de structuration. Enfin, tu intègres des entreprises qui fonctionnent chacune individuellement, elles ont leur propre manière de fonctionner. Vous avez votre propre manière de fonctionner chez Katanga. Et donc, comment tu uniformises tout ça? Comment tu crées un peu cette harmonie pour conserver finalement la qualité que vous arrivez à délivrer chez vos clients? Ouais, ça a été. Alors, effectivement, moi, je suis vraiment partisan de pas faire des rachats en séquence. Je l'ai fait 2020, 2021, 2022, mais tu vois, après mon premier achat de 2016 à 2020, j'ai rien fait. Je pense que c'est quasi primordial d'avoir une structure forte et solide, même financièrement, pour ensuite passer aux étapes d'après. On a eu plein de problèmes sur les croissances externes. Tu vois, j'ai évoqué l'effondrement du marché quelques mois après avoir racheté Whoop. Je rachète Whoop globalement à sa valo maximum parce que ça sort des meilleures années en Covid où les t-shirts imprimés sur Internet cartonnaient. On s'effondre l'année suivante. Je reprends Bureau des Goodies. J'ai pas mal de problèmes pour le coup de process, de mise à plat des process. D'accord. C'est une équipe qui est pas du tout déjà qui est assez jeune en termes de. Il y a beaucoup d'alternants, il y a des stagiaires, il y a assez peu de CDI. Les CDI qui sont là ont pas énormément d'ancienneté. C'est des gens qui sont habitués à tout sous-traiter là où nous on est habitué à tout marquer en interne.
qui ont la culture de prendre les dossiers quoi qu'il arrive, sans trop savoir quelles sont les marges derrière. Là où nous, on a la culture de la marge, de la rentabilité. Donc ça a été choc des cultures. Donc nous, en fait, ça prend du temps. Chaque reprise, chaque intégration prend du temps. Oui, j'ai été vite, mais il y en a eu au maximum un par an. Il y en a qui vont Et plus. déjà, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment costaud en termes de rythme. Ouais. Et après, en fait, pendant que je faisais ces croissances externes, effectivement, je structurais la boîte. C'est 2022, et notre année, juste on a racheté Shaman, on a racheté Whoop et on vient de déménager dans l'usine. C'est vraiment une année de consolidation chez Katanga. Okay. Donc qui est très compliqué parce qu'en même temps, on est en train de perdre des parts de marché sur le B2C, mais on n'y peut rien, tu vois, on a un marché qui baisse. Et donc, je staffe. La première chose que j'ai staffé, c'est ma production. J'ai recruté un directeur de production pour gérer globalement plus de la moitié des équipes Katanga. D'accord. Qui sont des équipes de production. Ça m'a enlevé une charge mentale de dingue parce qu'une usine, il faut l'ouvrir très tôt le matin, il faut la fermer tard le soir. Ok. Et ça, c'était ce que tu faisais, en fait? C'était ton rôle? Ouais. Ok. Pendant pas mal de temps, alors j'étais passé par des phases de management externalisé, de directeur de production externalisé. Ok. J'ai notamment pendant la période où je gérais les travaux de la nouvelle usine. Ok, oui, bien sûr. Donc, pour le coup, j'étais énormément sur chantier. C'était pas très loin, mais j'y passais quand même pas mal de temps. J'imagine. Donc, j'avais pris un directeur de production externalisé pour me gérer ma fin d'année 2021, qui est la période la plus chargée de l'année pour nous, dans les anciens locaux, et m'aider sur la partie organisation du déménagement qui me terrorisait. Tu vois, c'était vraiment mon projet de bouger, d'avoir une super usine, mais ça me terrorisait de où est-ce qu'on met les machines, comment on organise. Oui, d'accord. Ok, en termes d'organisation de l'espace, tout ça. D'organisation de l'espace, de gérer les équipes, de comment elles vont s'intégrer, s'imprégner de cet espace. Beaucoup de peur de décevoir sur le lieu, même si ça a été un énorme succès. Au début, quand j'ai présenté, on va déménager. Les Toulousains, ils sont assez bizarres. En fait, on allait à 12 minutes de nos anciens locaux. Oui. Et j'avais l'impression que j'étais en train de leur dire, on déménage à Paris. À Paris. D'accord. C'était donc après quand ils ont vu le chantier, je les ai beaucoup impliqués sur la partie travaux, organisation des espaces. Ok. Je les ai impliqués dans toutes les sessions de travail de où est-ce qu'on met chaque atelier. Mais c'était assez challenging. Je sais plus ce que c'était ta question, donc désolé, j'ai dû dériver. Non, mais c'était hyper intéressant. Non, c'était de savoir, en fait, toutes ces boîtes, comment tu es arrivé à conserver une harmonie structurée pour conserver la qualité Katanga, en fait, parce que vous aviez une vraie façon de faire. Ouais. Et comment tu arrives à diffuser, peut-être documentation des process ou je ne sais quoi, mais comment tu arrives à diffuser ça dans tes rachats, en fait? Le concept des rachats, c'est de dire on va conserver la partie commercialisation, vente. Et on va essayer et on va épauler les boîtes sur là où aujourd'hui elles sont en souffrance, qui est la production, enfin qui est beaucoup sur la partie production. Donc tu vois, Shaman on produisait déjà, donc on a dégagé la partie production, on a récupéré la partie commerciale. Whoop, c'était pas nous qui produisions, ils faisaient que sous-traiter, ils avaient pas mal de problèmes de sous-traitance. On a récupéré la partie production. Il y a eu des gains visibles, tu vois, sur les délais de livraison assez rapides. Nous, on amenait plus de flux dans notre usine. Ça n'a pas été hyper simple parce que parfois on a saturé l'usine. Quand on a intégré Whoop, on l'a intégré en novembre-décembre, c'est la période la plus chargée où il y a beaucoup de cadeaux de Noël. Donc on a continué à sous-traiter une partie des commandes et ça, je me rappelle qu'il y avait de la grosse frustration du cédant qui était en accompagnement pendant 6 mois sur mais pourquoi tu produis pas tout chez toi et je dis non mais c'est hyper dur en fait. Je peux pas je peux pas demander à mes équipes et à mes machines, j'ai même pas assez de machines aujourd'hui de faire 4 fois ce qu'ils font. Tu vois, on peut faire plus 50%, mais on peut pas faire fois 4. Donc il y a eu beaucoup freiné. J'ai eu la même chose sur Bureau des Goodies. Bureau des Goodies, on a racheté fin septembre. Ils avaient une petite usine à La Ciotat avec un certain nombre de machines. D'accord. Et ils ont voulu qu'on déménage les machines tout de suite
Il y a eu une grosse frustration parce que, en fait, nous, on les a déménagés, mais on n'a pas réussi à les remettre en route tout de suite parce qu'il a fallu qu'on les nettoie, qu'on les révise, qu'on les intègre, qu'on les connecte, qu'on apprenne à s'en servir. Ouais. C'est En pas fait, du ça prend plug du and temps. play. Ouais. C'est pas du tout du plug and play, surtout quand tu es dans de l'usine. Le rachat le plus compliqué, ça a été Bureau des Goodies, où c'est la première fois que je rachetais une boîte avec pas mal de monde Ok. qui était, t'avais la distance. Ils sont à Paris, à Levallois, nous on est à Toulouse. Pas mal de problèmes de communication liés à la distance, pas mal de frustration sur la partie production où on leur avait vendu que l'usine Katanga qui rachetait la boîte, c'était l'usine du futur incroyable en production. Sauf que, pareil, tu peux pas intégrer tout direct, donc on a continué à sous-traiter, on a continué à avoir des problèmes de production qu'ils avaient déjà, D'accord. mais tu vois, ça, on n'a pas sauvé, résolu tous les problèmes d'un coup. Ok. Mais c'est une super école. On a beaucoup appris et les équipes en place et moi sur ces expériences. Est-ce que tu aurais avec le recul, tu te rends compte que dans tes différents rachats et même, enfin, que ce soit le post ou après rachat, des erreurs que tu aurais fait et qu'avec le recul, tu te dis, bah non, ça, il aurait pas fallu que je le fasse comme ça ou pas fallu que je le fasse du tout. Euh, alors, je suis quelqu'un qui regrette jamais. Ok. Tu vois, je veux vraiment pas me baser sur le passé, me dire tiens, j'aurais pas dû faire ci, tiens, si j'avais Ouais. fait ça, ça se serait mieux passé. Tu vois, je regarde plutôt toujours devant. Alors peut-être plutôt, je vais peut-être reformuler ma question, mais tu vois plutôt peut-être en termes d'apprentissage, on va dire. Ouais. La plus compliquée en termes de rachat, ça a été Bureau des Goodies, où j'ai sous-estimé le côté intégration humaine. D'accord. Intégration humaine, partage des process. Et je suis arrivé un peu avec mes gros sabots. Tu vois, j'ai ma boîte qui fonctionne, nos process sont super et on va tout changer pour le coup en mode on-off. Du jour au lendemain, vous Ok. allez vous intégrer à nos process. Et ça a été super galère et Ouais. pour les équipes et pour nous. D'accord. Donc voilà, ça je pense qu'il faut mieux accompagner le changement, donner tu vois un peu un planning de à telle date on va faire ci, telle date on va faire ça, mieux réunir les équipes, les avoir plus souvent ensemble, tu vois, pour mieux leur expliquer comment on fonctionne. Voilà, ça a été je pense l'apprentissage le plus compliqué, faire hyper gaffe aux équipes un peu sous-staffées en termes de CDI. Tu vois, il y avait une équipe avec beaucoup d'alternants, donc beaucoup de gens nouveaux qui étaient pas forcément déjà formés au process de l'entreprise. Là, on leur amenait des changements assez conséquents. Mais bon, je préfère me dire, écoute, on a pris le virage, on a Bien réagi sûr. au problème. Et voilà, on a eu une année super compliquée post-rachat de Bureau des Goodies avec de la décroissance. Et du coup, là, on est revenu sur de la croissance, sur de la maîtrise du chiffre d'affaires. On a réduit l'équipe, mais on a staffé l'équipe en CDI. Donc, voilà. Ouais. Ouais, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'au final, bah, tu l'as dit, c'est que au final, le rachat, ça devient même un petit peu un métier, quoi. C'est qu'au bout d'un moment, tu sais faire, t'as ton réseau, t'as les gens qui t'accompagnent, t'as justement ces apprentissages-là qui peuvent te permettre de toujours faire mieux parce que bah, t'apprends de tes erreurs et après tu t'es confiant en fait, tu sais comment faire et t'appliques ton process un petit peu. Alors, oui et non. Tu vois, D'accord. moi, j'ai fait 4 rachats et 4 rachats qui n'avaient rien à voir. Enfin, c'est vraiment... Ouais. je me suis dit à chaque fois, je sais faire. J'ai fait une fois, j'ai fait 2 fois. D'accord. Ok. Et j'ai pris un peu des claques sur À chaque chaque fois. rachat. Alors oui, il y a plein de choses que tu sais faire. Tu sais lire des bilans, tu sais ce qui se finance et ce qui se finance pas. Tu as les bons interlocuteurs avocats, éventuellement comptables. Tu as les bons interlocuteurs banques. Tu sais faire des BP pour justifier comment tu vas intégrer les boîtes. Oui, tout ça c'est facile. Enfin c'est facile, c'est plus facile rachat après rachat. Mais tu vois, moi, j'ai racheté d'abord du fonds de commerce, ensuite avec des machines et des salariés, ensuite du fonds de commerce, mais avec rien, avec un peu Mm, une mm, coquille vide, ensuite des parts sociales. Donc là, c'est la première fois que j'ai beaucoup appris sur ces schémas. mm, mm. Ça te crée ça te fait plein de changements. Tu as de la refacturation, un traco. Ok. Et du coup, c'est aussi des nouveaux métiers. Ensuite, j'ai racheté une boîte avec des salariés à Paris. Enfin, j'ai vraiment appris des choses et pris des claques à chaque fois.
Tu vois, j'ai pas trouvé de tempo de me dire, ok, c'est facile, on fait ci, on fait ça. Il y a pas de recette magique en fait. D'accord. Ok. Faut vraiment s'intéresser pour moi à chaque boîte, bien réfléchir à qu'est-ce que je vais en faire quand je l'aurai racheté, c'est quoi mon objectif avec cette boîte. Nous, il était très clair, c'était ramener du volume de production, devenir plus fort sur les marchés sur lesquels on était déjà positionné ou créer des marchés. Et garder pour moi un ADN. Nous, on rachète que des boîtes soit qui vendent des produits qui sont marqués, soit qui sont des marques qui ont besoin de marquage textile. Je me verrai jamais racheter des boîtes dans des métiers qui ont rien à voir. Ouais. Ouais, vraiment garder ta ligne directrice, le DNA, vraiment comme tu l'as dit, et ça doit pas être facile, et vraiment te poser le pourquoi tu rachètes en fait, hein, qu'est-ce que ça va t'apporter. Ouais. Ok, très clair. Clairement. Bon, super. On va finir, je pense, par parler de ton dernier projet, qui est aussi hyper intéressant. Si les gens te suivent, tu en as pas mal parlé sur tes réseaux, sur LinkedIn notamment. En tous les cas, moi, j'ai vu passer cette info sur les réseaux. Donc, je serais curieuse que tu nous en dises un petit peu plus sur ce dernier projet qui est aussi un levier de croissance. Ouais, donc alors on en a parlé très récemment, et c'était la première fois qu'on en parlait. On est en train de franchiser le concept de Katanga, donc de créer un réseau d'agences Katanga sur le territoire français. L'idée, en fait, c'est de créer des agences commerciales qui vont avoir toute notre offre de produits et de services, accès à tous nos catalogues et accès à tout notre atelier en tant qu'atelier de marquage, du coup toute notre capacité de production, tout notre savoir-faire en termes de centrale d'achat, pour aller commercialiser du vêtement de travail, du vêtement d'image auprès de clients locaux, régionaux, qu'on n'arrive pas forcément à toucher avec juste une présence internet ou locale à Toulouse. Okay. Voilà, donc on a démarré ça, on a créé une première agence pour l'instant au Mans il y a 1 an, qui a fait son anniversaire il y a 1 mois. Le schéma, c'est aussi une opportunité que j'ai saisie. D'accord. Et c'est grâce à LinkedIn. C'est Mathieu Chopin, du coup, qui est mon associé sur ce projet, qui était directeur DG d'une boîte concurrente de Katanga, donc d'un atelier sur le Mans, et qui a annoncé sur LinkedIn, donc on se suivait, il postait régulièrement, je postais régulièrement, et il a annoncé sur LinkedIn, quitte cette aventure, c'est mon dernier jour, voilà, je pars sur de nouvelles aventures. Okay. Et je le contacte, je l'avais jamais contacté, et je voulais comprendre, j'aime beaucoup discuter avec des gens pour comprendre leur métier, leur état d'esprit, etc. Et je voulais comprendre pourquoi une boîte qui avait à peu près la taille de Katanga, à l'époque en tout cas, embauchait un DG salarié, quelqu'un qui était directeur de l'entreprise, mais salarié, c'était pas le fondateur. Moi, je dirigeais ma boîte, je gérais tout. Tu vois, je réfléchissais sur la structuration. Est-ce que peut-être qu'il me faut un DG? Je me posais ce genre de questions, mais je me sentais pas du tout prêt à lâcher la partie développement, la partie management d'équipe, en tout cas d'une partie des équipes. Et il m'explique le pourquoi il était dans cette situation. En gros, il m'explique que son patron était parti sur d'autres projets. Donc il lui avait confié en fait un peu les clés de son entreprise. Il s'est éclaté à gérer cette entreprise, et que maintenant son patron revient un petit peu dans l'entreprise, et que du coup il y a plus trop la place pour deux. D'accord. Et du coup il part de cette entreprise. Et dans cette même conversation, il me pitch un projet qui est l'ouverture la création d'un réseau d'agences qui soit adossé, d'un réseau d'agences commerciales qui soit adossé à un industriel qui a la capacité de production et la centrale d'achat. D'accord. En fait, il me dit, je me vois pas créer une petite agence de com par l'objet, par le textile, sans être adossé à un industriel. Et je pense qu'il y a un truc super à faire. Est-ce que par hasard ça t'intéresse? J'adore ce que tu fais avec Katanga. Est-ce que ça t'intéresse de faire ça avec moi? Et la première fois, je lui dis non, pas du tout. J'étais en train de finir le rachat de Bureau des Goodies la première fois qu'on se parle. Et il m'a recontacté quelques mois plus tard. Et entre-temps, il avait pris un job et qu'il a quitté en période d'essai pour me dire, écoute, je suis mordu de ce projet, je veux créer ce réseau d'agences et je veux créer une première agence. Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas envie de le faire avec moi? Et moi, en fait, je venais de comprendre, ça y est, j'avais stabilisé Bureau des Goodies. Alors, pas tout à fait, mais en tout cas, les process fonctionnaient. C'est-à-dire que ça achetait chez nous, ça produisait chez nous, on s'occupait de la production, de la logistique, et eux se concentraient sur la partie commerciale. Et là, ça me fait tilt. Je me dis, en fait, mon agence à Paris, Bureau des Goodies, c'est une agence Katanga.
Et C'est oui, une agence commerciale tu l'avais et déjà en fait. elle s'appuie sur notre atelier. Elle s'appuie sur notre force qui est notre atelier de production. Elle s'appuie sur notre force qui est notre centrale d'achat. Et en fait, évidemment que on peut faire bénéficier d'autres entreprises de ce savoir-faire qu'on a développé. En fait, qu'on peut mutualiser tous ces investissements qu'on a fait depuis des années pour construire la plus belle usine de France et avoir ce parc machine incroyable et ces relations incroyables avec nos fournisseurs. Et donc, je lui dis, go, avec plaisir, on lance cette première agence. Donc, ça fait 1 an, c'est un vrai succès. C'est devenu notre 3e plus gros client au niveau de l'atelier, cette agence, sachant que notre premier client, c'est Bureau des Goodies, donc notre agence parisienne. D'accord. Notre 2e client, c'est Whoop, donc la marque qu'on a rachetée, donc tu vois, en tant que croissance externe. Et du coup, notre 3e client, c'est cette agence qu'on a Au moins. créée il y a 1 an, D'accord. au Mans. Et donc maintenant, là, on est en train de lancer les agences 2, 3, 4. On était initialement parti sur un plan de développer une agence par an. Et en fait, on va développer beaucoup plus vite que ça parce qu'on a plein de candidatures hyper intéressantes Oui, de d'accord. soit d'entreprises qui sont déjà créées, qui ont déjà leur petite agence Mhm. et qui voient tous les bénéfices de rejoindre un groupe comme Katanga et de bénéficier de la partie centrale d'achat, atelier de production, dans des villes où on n'est pas du tout présent. Ouais, c'est un peu le projet, je pense, qui va m'animer sur les 3-4 prochaines années faciles parce qu'il y a vraiment un maillage à faire hyper intéressant et des nouvelles aventures entrepreneuriales, tu vois, à plusieurs. Moi, un des problèmes que j'ai, je sais pas si c'est un problème, mais c'est que je suis tout seul chez Katanga, je suis le seul dirigeant. Et là, en fait, de par la relation que j'ai créée avec Mathieu, les Ouais, relations qu'on va créer avec les futurs franchisés, en fait, quelque part, je me crée des associés, ou complètement. en tout cas, c'est tout comme, on n'est pas forcément associé avec tous, mais Mm. et on peut échanger sur des problématiques, discuter sur la stratégie. On a les mêmes objectifs. S'ils développent leur boîte, ça développe Katanga. Si je développe Katanga, ça les aide à développer leur Bien boîte. sûr. Donc c'est hyper intéressant. Ouais, c'est vraiment c'est vraiment des relations gagnant-gagnantes et tu te crées un peu cette communauté de dirigeants en fait avec toi et tu abats cette grosse problématique de la solitude du dirigeant. Donc c'est, Ouais, en partie, t'as ouais. trouvé ouais, des conséquences vraiment positives à ce projet, quoi. Ouais, tout à fait. Et aussi, c'est un projet différent de développement que le Ouais, rachat, tu vois, bien pur sûr. d'une Mm. boîte, Mm. mais c'est très similaire. Enfin, c'est très similaire en termes d'organisation. Ça D'accord. permet d'avoir également une présence dans des villes ou sur des régions sur lesquelles on n'est pas présente. Et ouais, c'est du coup, c'est hyper intéressant. C'est encore Mm. différent des croissances Mm. externes que j'ai pu faire. Mais même intellectuellement et en termes de projection et de projet, de business model, c'est hyper intéressant. Ouais, ouais, et puis je trouve ça d'autant plus intéressant que, enfin, tu prouves encore une fois que malgré une statistique qui est complètement, enfin, qui est un peu similaire, comme tu viens de le dire, mais qui est quand même relativement différente du rachat, tu restes sur son objectif de départ qui est de développer enfin, de ramener de la production. Et donc tu conserves Ouais, cet ADN, quoi. Et ça, enfin, je veux dire, enfin, ouais. on n'y a pas pensé, enfin, on n'y aurait pas pensé, mais c'est vrai que, enfin, tu restes complètement dans cette ligne directrice et c'est quand même loin d'être facile quand tu es dirigeant, je pense. Ouais, bah en fait j'ai du coup mes équipes commerciales en interne qui ramènent du volume de production. J'ai les sociétés que j'ai rachetées qui ramènent du volume de production. Et maintenant j'ai ce réseau de franchises qui ramène du volume de production. Donc c'est des moyens différents d'externaliser de la force commerciale, et voilà, d'être au plus proche des clients pour ramener du flux de production tout en leur faisant bénéficier de notre centrale d'achat et de la force de l'atelier, quoi. Donc c'est très win-win pour eux. Et moi, ça m'offre un peu des nouvelles perspectives assez infinies en termes de développement, parce que voilà, tu peux pas recruter 25 commerciaux, tu les trouves même pas si tu veux les Bien sûr. trouver. Ça devient un enfer en termes de management. Tu vois, ça devient hyper compliqué. Moi, j'ai des relations hyper proches avec chacun de mes collaborateurs. J'ai pas envie demain d'avoir 200 personnes dans la boîte. La partie croissance externe, c'est un premier pas. Tu vois, as des équipes indépendantes, mais c'est quand même toi qui portes la partie stratégie, la Mm. partie recrutement, la partie management. Et là, c'est un projet plus entrepreneurship où tu es avec des entrepreneurs qui sont du coup ultra aussi intéressés pour développer leur Mm. boîte. Euh, Mm. mais par contre, ouais, ça reste dans la ligne directrice de ils vont vendre ce qu'on sait faire chez Mm. les fournisseurs chez qui on sait faire sur un atelier où on maîtrise toutes les techniques.
Ouais. Et ça implique d'avoir cet ADN et en même temps, tu délègues et tu crées cette communauté. Enfin, c'est hyper smart sur sur plein d'aspects et ouais, ça a l'air vraiment génial comme aventure. Mais je te dirai si ça marche dans quelques années, du coup. Je serais impatiente ouais, je serais curieuse de savoir qu'on se revoit dans 2, 3 ans et que tu me dises, ça y est, j'ai 100 agences en France et ça roule. Non, on va pas aller si vite, mais oui, on prévoit entre 3 et 4 ouvertures nouvelles sur Ouais. 2025. Ok, super. Bon, eh ben, je trouve que c'est un très bon sujet pour conclure. On a quand même beaucoup parlé de la reprise. Quel conseil aujourd'hui, toi, tu donnerais à une personne qui hésite un peu à se lancer dans la reprise par rapport à tes années d'expérience? Déjà que c'est chouette, je m'éclate vraiment depuis 8 ans et que c'est que le début. Moi, toutes les aventures que j'ai fait, tous les rachats que j'ai fait, c'était absolument pas écrit. Toutes les business units qu'on a lancées, c'est pas écrit, donc il faut pas se dire que là, ce qu'on écrit aujourd'hui en termes de business plan, c'est ça qui va se passer. Enfin, il faut être hyper réactif par rapport à ce qui se passe. Après, par contre, il faut bien prendre le temps d'étudier la cible, la boîte qu'on rachète, pas se précipiter. Je pense que la première, c'est quand même la plus dure. C'est celle qu'on n'a pas le droit de rater en fait, parce que si tu la rates, bah tu feras jamais un second rachat. Moi, c'est ça qui m'a permis derrière de construire tout le groupe qu'on a construit aujourd'hui. Ce que je dirais. Donc c'est Ok, une super aventure. Faut pas se précipiter non plus. Et une fois que c'est fait, la première, moi je conseille de patienter pas mal avant de se lancer sur de la multi-reprise. de la multi-reprise. Super. Bah écoute, je te remercie énormément. En tous les cas, rien que de t'écouter, je pense que ça va en inspirer plus d'un parce que c'est vraiment une très belle histoire et tout ce que tu as construit vraiment patiemment et de façon très structurée, ouais, c'est un très bel apprentissage. Donc je te remercie beaucoup. S'il y a des gens qui veulent te joindre par LinkedIn, Oui, par LinkedIn, ouais. 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 Ok, super. Eh bien, merci beaucoup Thibaut. C'est vraiment enfin, un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Eh bien, merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt.